coup, bonsoir à tous, bienvenue donc dans le dojo. Aujourd'hui, nous allons recevoir Camille Kerseler, qui est donc animatrice 3D. Vas-y, je t'en prie Camille, présente-toi. Bonjour, moi je suis Camille Carcellaire. Je travaille actuellement à Digital Domain à Montréal. Mon parcours, alors j'ai fait mes 2 ans d'études à l'ESMA et ensuite je suis partie à Londres faire un an d'animation mentor. Et puis ensuite, depuis, j'ai travaillé à Londres pendant 5 ans. D'abord dans la série télé, puis après dans le film à Friendster et NBC. Et ensuite, je suis partie de Londres, j'ai vécu 9 mois en Malaisie, j'ai travaillé dans un studio qui s'appelait BaseFX avant de maintenant venir travailler à Montréal, Ah ouais. où j'ai d'abord travaillé à Meta Studio et maintenant Digital Domain. Ouais, t'as bien voyagé quand même, hein. Voilà, oui, j'ai fait. C'est pour ça que je te disais, moi, je ne vais pas trop au point sur comment ça marche en France. Par contre, tout ce qui est visa, tout ça, c'est. Ah, c'est cool. Mais bon, voilà, mais ce soir, enfin De aujourd'hui, ça l'autre sera côté. plus, voilà, une version plus internationale du métier, donc c'est pas plus mal, hein. Ça Voilà. va changer un peu de la France. Voilà. Ok. Ben, du coup, on va commencer avec la première question. C'est toi, ben, déjà, comment s'est passée ta formation et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi j'ai d'abord étudié 2 ans à l'ESMA Mhm. et je savais que je voulais être animatrice et il s'est passé plusieurs choses. C'est que en deuxième année à l'ESMA j'étais censée être sur un film pour la troisième année, il n'y avait pas spécialement beaucoup d'amis et puis j'ai eu un problème de santé qui a fait que j'ai dû un peu stopper ma deuxième année, ce qui m'a Ah, amené à voir qu'est-ce que je voulais faire en fait. Et mon copain de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari, travaillait déjà en tant qu'animateur à Londres. Et je savais que je voulais faire de l'anime, il fallait que j'améliore mon anglais. À ce moment-là, j'étais à l'hôpital. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je rejoins mon copain à Londres et je vais démarrer l'animation mentor. Ça, c'était en 2014. attends, du coup, si j'ai bien compris, tu t'es arrêté en deuxième année Ouais, et je suis partie. et Parce que j'étais à l'hôpital et en fait, j'étais dans une condition de santé qui ne me permettait pas d'aller à l'école et de continuer. Et je suis retournée à l'école, mais je devais faire des prises de sang matin avant d'aller en cours, c'était pas super. Ouais, c'est pas, ouais, Et ouais. quand tu pèses le pour et le contre, que ton copain c'est quand même qui bosse à Londres, tu as envie d'être animatrice, tu sais que tu vas devoir cravacher pour finir ta deuxième année, vu que tu as été à l'hôpital et qu'au final, le film de troisième année, il n'y a pas beaucoup d'anime dedans et que toi, tu as besoin d'améliorer ton anglais et tu vas être animatrice. Ça c'était. J'étais à l'hôpital en février-mars et puis en septembre, j'étais à Londres prête à démarrer le mentor le mois de janvier qui suivait. D'accord, ok, ok. Donc Donc voilà. toi, voilà, toi, tu savais déjà que toi, c'était l'animation 3D. Ouais, T'étais consciente que pour la troisième année, ça serait pas non plus full focus en animation 3D. ouais, et Donc moi je t'as savais que dit, c'est ça que je voulais faire. ouais, voilà, ok. Donc voilà, et comme je savais que c'était aussi une bonne chose d'apprendre l'anglais, d'être meilleur en anglais, je savais que Londres c'était quand même un vivier Ouais, de l'animation et tout ça, donc en fait ça cochait toutes les cases quoi, à ce d'accord. moment-là. Donc j'y suis partie et j'ai fait un peu moins d'un an de formation, j'ai fait tout le Character Animation Programme de la classe 1 à la classe 6 d'animation mentor. Ok. Et après, j'ai postulé à Londres directement. Et j'ai trouvé un job en série télé. Et qui était mon premier job sur 3ds Max d'ailleurs, même pas Ah sur Meta. ouais, ok. Ouais. Et ça a duré un an. Entre-temps, c'était super Animation Mentor parce qu'en novembre, j'ai pu aller aux États-Unis pour ma remise de diplôme, ce qui était super. Euh, Nice. Parce que du coup, c'était la première année où la remise des diplômes était mise en commun avec un événement qui s'appelle le CTN, Ouais, le Creative Talent Network. Et du coup, c'était super parce que le Creative Talent Network, c'est comme un Annecy, mais x12 en fait. Et avec des gens de Disney, Pixar, DreamWorks et plein d'autres artistes en fait qui viennent. Donc ça a permis d'avoir de voir tous ces gens créatifs autour de ouais, soi, de rencontrer physiquement aussi. Parce que là, maintenant, le télétravail, c'est OK pour tout le monde, mais à ce moment-là, moins du coup, les ouais. écoles en ligne, il y en avait, mais bon, voilà, donc c'était un super moment où j'ai pu rencontrer tous mes camarades de classe et tout ça aux États-Unis, donc c'était un super souvenir. Voilà, à ce moment-là, je travaillais dans la série à Londres. Bah ouais, ah, bah ça doit être quelque chose. Alors tu vois, là tu m'apprends un truc parce que c'est vrai que, tu vois, je ne savais pas que dans les cours d'animation en ligne, dans des grands cursus comme ça, donc là c'était un cursus qui a duré, donc, tu as dit combien de temps? Ouais, un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an, hein, d'accord. Il me semble, si je me souviens bien. Ouais, D'accord. je crois. Ou un an, quelque chose comme ça. J'ai fait tout le programme d'animation mentor de la classe 1 à la classe 6. Vraiment, je suis partie de la bonne symbole jusqu'à le dernier shot d'acting, la classe Production Portfolio. Voilà, j'ai fait tout Ok, cette classe-là. ok. Ouais.
Alors, et tu vois, ce que je trouve super, c'est que malgré le fait que ça soit en ligne, il y a quand même à la fin quelque chose de physique où Ah vous ouais, allez ouais, bien tous sûr. vous retrouver et vous êtes directement au contact, voilà, des professionnels. Donc, au final, à la fin, c'est vrai que c'est des cours à distance, mais tu vas avoir les mêmes avantages que l'école où tu vas avoir une accréditation pour aller à Annecy et ce genre de choses, Ouais, quoi. et puis après, je sais pas comment ça se passe les autres écoles en ligne, mais je sais que du coup, mon mari, lui, travaillait déjà depuis un certain temps et tout. Il a quand même voulu faire un workshop à Animate à un certain moment, et moi, je faisais encore Animation Mentor à ce moment-là. Et c'est une très bonne école à Animate aussi, mais Animation Mentor, ce qu'il y avait de super, en tout cas à ce moment-là, c'est qu'il y avait vraiment une super bonne communauté. Enfin, D'accord. vraiment, je suis toujours amie aujourd'hui avec les gens avec qui j'étais en classe, on se parle encore toujours, et du coup, comme D'accord. chacun a évolué dans l'industrie, bah, on se passe des infos. J'ai un ami qui est à Sony, un autre qui est à Sony mais à Los Angeles, certains qui étaient à Bardel, puis après qui bossaient sur The Willoughbys et tout ça. Enfin, on est toujours en contact les uns les autres. Pas tous, mais quand même, j'ai toujours des nouvelles d'eux et tout ça. Ah, Et, c'est cool. Ok. donc, il y a vraiment une bonne communauté. On se parle toujours encore aujourd'hui, même 5 ans après. Waouh. Donc ouais, donc c'était. Je me suis pas du tout sentie distancée de Mais, ces. et du coup, comment ça se passait? Parce que je sais pas si à l'époque il y avait Discord déjà ou si vous communiquez par Zoom. Alors, peut-être qu'il y avait Discord. Moi, je vais être super honnête, j'ai découvert Discord l'année dernière, donc voilà. Mais non, c'était, ben, en fait, on choisissait on pouvait choisir soit son créneau horaire qui correspondait à un mentor, soit si on voulait vraiment un mentor, ben, c'était à tel créneau horaire. Et moi, comme je travaillais pas trop à ce moment-là, j'étais étudiante, je faisais parfois un peu de freelance à côté. Mais j'avais du temps et donc du coup, je voulais vraiment avoir les mentors qui m'intéressaient. Donc là, j'ai fait la quasi-totalité de mon cursus la nuit, entre 3 et 5 heures du matin. Parce que D'accord. j'habitais à Londres à ce moment-là et comme les professeurs étaient soit Blue Sky, soit DreamWorks, soit tout Ouais, ça, il y avait le forcément décalage j'avais horaire. le décalage horaire. Donc voilà. Et donc c'était cool et ça consistait en lecture préenregistrée et Q&A le week-end et assignment à rendre toutes les semaines, tous les dimanches. D'accord. Et vous étiez en groupe ou Voilà. tu étais vraiment en one on one? Non, 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 pendant le Q&A c'était en groupe. Et puis après, tu pouvais poser des questions, bien sûr, toi, one-on-one à ton mentor. Et ton mentor faisait les reviews. Enfin, tu t'unitais. Il faisait la review de ton anime, mais ça, c'était vraiment juste toi. Il se filmait en vidéo comme ça avec ton assignment à côté. Il te parlait de ce qu'il fallait que tu améliores, il dessinait par-dessus. Et donc, tu avais ta review de ton assignment, tu vois. D'accord, que tu Et recevais après, en vidéo préenregistrée. voilà, tu recevais ça, enfin, tu vois, lui, il le remettait après. Moi, je l'uploadais sur le site d'Animation Mentor, lui, il l'uploadait sur le site d'Animation Mentor avec critique en retour, et voilà, c'est comme ça qu'on D'accord. fonctionnait. Et toute la semaine, j'ai toujours accès au site, donc du coup, je pouvais, moi, uploader mon travail pour montrer à mes collègues de classe ou des autres classes. Je pouvais tout le temps communiquer avec tout le monde. Et après, le Q&A du week-end, là, c'était en D'accord. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que tu me dis du coup que tu as réussi quand même à nouer des relations avec les autres étudiants, juste en échangeant à l'écrit à distance. Ouais, ou même parfois on était en vidéo aussi, on s'appelait avec, c'était plutôt Skype qu'on faisait à ce moment-là. D'accord. C'était pas encore Zoom ou quoi, mais on s'appelait ouais, sur Skype et ouais, on s'entraidait. Parce que moi à ce moment-là, j'avais aussi besoin d'aide en anglais parfois. Ah, ok. Heureusement, il y avait un ami qui était, enfin quelqu'un que je connaissais pas à cette époque-là, mais c'est un ami aujourd'hui qui était français. Donc du coup, on avait un petit peu le même. Il y avait que nous qui étions la nuit, donc forcément, on était tous les deux au même moment, Ouais. alors que les autres étaient super frais parce que c'était la journée pour eux. Hmm. Donc des fois, moi j'ai compris ça, c'était sûr que toi t'as compris, parce que dans la classe vidéo, il y avait aussi un petit chat à côté, donc on pouvait parler, demander D'accord. tout ça à côté. Et ouais, je sais pas, il y a juste eu un bon feeling, quoi. On s'est toujours très bien entendu. Et à la remise, on a beaucoup tenu à se voir à la remise de diplôme. Et Animation Mentor a fait un super job. Le jour de la remise de diplôme, en fait, on avait un tour pour visiter les studios Disney. Donc du coup, on s'est tous vus pour la première fois à Disney. Et Waouh. c'était un super... ouais, c'était un super moment. Et du coup, on se regardait comme ça. On était pas... Ouais, c'est toi, ouais. Physiquement, tu mets ta photo, mais bon. Ouais, c'est pas pareil. Les cheveux, on Bah monte oui. la tête, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé, tu vois. Mais on s'est quand même reconnus, tu vois. Et puis on se dit, ah ouais, Paul, Clément, Wira, machin, ok. Ouais, voilà. Et donc, du coup, voilà, on a fait la visite de Disney ensemble. Et puis après, on a la remise de diplôme. Moi, c'était vraiment un moment où. Puis il n'y a pas eu de moment de gênance ou quoi que ce soit, c'est fait naturellement, on s'est tous parlé. Puis comme en fait on disait la même chose, ah toi ton dernier assignment et tout, t'as fait comment, tout ça, ah ouais, qu'est-ce que tu penses de cette note, enfin, je sais pas, il y avait un flow et c'est resté. Puis des fois il y en a qui ont bossé dans les mêmes studios après aussi, donc C'est on se retrouve intéressant. après Hein. finalement. En fait, ce qui est ouf, c'est que tu vois, j'ai l'impression qu'au final,
ça avait la même ambiance qu'une classe physique en Ah fait, ouais, où vous allez vous montrer vos travaux aussi, vous allez échanger. ouais. Ah oui, ouais, moi j'ai pas du tout senti que c'était un problème d'être à distance, vraiment pas. D'accord. Ça se faisait. Mais parce que aussi, je pense que l'école était bien rodée en ce sens-là, quoi. Je veux dire, tout était déjà en place, la communauté, le machin. Même là, j'ai eu besoin de mes. En anglais, c'est des grades, mes notes d'animation mentor, mais c'est plus logique de dire grade parce que c'était des lettres en classe. D'accord. Donc, tu avais A, B, C ou D, et du coup, ben, si tu avais suffisamment de A et de B, tu pouvais passer dans la classe supérieure, et si tu n'avais pas assez de grade, tu ne passais pas. Et donc là, pour mon visa au Canada, ben, j'ai redemandé à Animation Mentor, je leur ai dit j'ai besoin de mes notes pour justifier pour mon visa, pour dire que j'ai vraiment fait une école d'animation et que j'ai eu des bonnes notes et tout ça. D'accord. Et c'est vraiment comme une école, ils m'ont retrouvé, ils ont retrouvé toutes les classes que j'avais faites, toutes les notes que j'avais, ils ont déjà fait, ils m'ont tout envoyé. Ah Et ouais. du coup, j'ai pu envoyer ça pour mon visa et ça date depuis un an, quoi. Alors que Ok. j'ai fait Animation Mentor en 2013. Ah Donc ça ouais, fait ok. ouais. Donc c'est vraiment, c'est pas juste t'es en ligne, tu passes et t'existes plus, ils ont tout. Si t'as besoin, il y a vraiment un service alumni quoi, qui est là, quoi. Pas mentor D'accord. pour moi. Ils m'ont Et, pris, et, ils étaient là. et du coup, pour avoir vécu, donc, on va dire une école physique comme l'ESMA et une école en ligne, toi, en plus qui plus est une école américaine, on est bien d'accord. Ouais, Donc, ouais, tu as ouais. fait, voilà, école physique française, école en ligne américaine. Euh, Quelles sont les grosses différences que tu as pu remarquer en fait entre les deux? Est-ce que tu verrais des points Bah, d'amélioration pour les écoles physiques françaises, en tout cas comme l'ESMA? bah, je pense que bah, c'est difficile à dire parce que enfin, c'était il y a un petit moment, donc j'imagine que ça a dû bien changer Ouais, depuis. Moi, je pense que ce que j'ai beaucoup aimé à Animation Mentor, c'est l'aspect américain. ouais, Et c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'encouragement qui se fait. Et il n'y avait pas. Enfin, après, c'est deux choses différentes. L'ESMA, c'est clairement une école d'élite et clairement, on sait que tout le monde ne va pas arriver au bout. Et je pense qu'il y a aussi l'aspect français où c'est beaucoup plus froid quand les d'accord. feedbacks sont donnés. Enfin, moi, de mon impression en tout cas. Et il y avait un espèce de positivisme avec les anglophones, avec les Ouais, américains, avec les anglais, tout ça, qui je trouve, enfin, qui moi personnellement me motive énormément et qui vraiment, ben, je pense, ils engagent vachement à la communauté, au partage, à partager ce que tu fais, à sourire même. Enfin, hmm, je trouve qu'il y avait vraiment pour moi une dynamique un peu plus positive que à l'ESMA où vraiment j'ai trouvé ça moins compétitif et d'accord. plus agréable. Enfin après c'est mon point de vue personnel. Après, voilà, bon, c'est vrai que de toute façon, l'ESMA a toujours eu ce positionnement-là où Voilà, voilà, il y a eu voilà, il y a une épuration et un élitisme. C'est vrai que c'est pas le cas de voilà. toutes les écoles, tu vois. Ouais, Euh, mais c'est pas parce c'est pas parce que par exemple moi je veux dire je pense que c'est important de dire aussi moi mon seul diplôme français c'est mon bac S qui ne d'accord. sert à rien aujourd'hui Ouais, et je pense que c'est super important surtout par exemple de dire à ses parents que c'est pas parce qu'on a juste un bac ou un BTS ou je sais pas quoi d'autre et qu'on part faire ces écoles en ligne américaines dans notre industrie je pense que ça va clairement pas nous stopper pour après trouver un job. Parce que moi, ça ne m'a pas stoppé du tout. J'ai pas de licence, j'ai pas de master, j'ai juste mon bac hmm. et ce diplôme d'animation mentor et ça m'a stoppé pour aller nulle part. Alors Vraiment. justement, là, tu me permets d'embrayer sur quelque chose, justement, un débat, une question que se posent toujours les étudiants, c'est à chaque fois, voilà, l'importance du diplôme. Et au final, est-ce que voilà, il faut à tout prix faire ce bachelor? Est-ce qu'il faut même continuer si on peut jusqu'à un master? C'est toujours positif, je pense. Enfin, après, je parle juste de mon cas. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut. Parce que aussi, moi, mon parcours a été comment dire, déclenché parce que j'étais à l'hôpital et du coup, j'ai pris des décisions. Enfin, voilà. Mais je pense il faut voir qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Mhm. Et je pense à tous les niveaux, par rapport à ce qu'on on a envie de faire, par rapport à dans quelle école on se sentirait le mieux, par rapport au fait est-ce que ça nous intéresse aussi d'avoir une expérience à l'étranger, par rapport aussi financièrement, hein, qu'est-ce qu'on a Ouais, fait depuis récent. Voilà, c'est vrai que après l'importance du diplôme, après je pense que c'est sûr que plus on a de diplômes, plus ça va être facile après pour les visas. d'accord. Parce que là, au Canada, par exemple, bon, maintenant, pour le coup en Angleterre aussi, ça va être un peu le cas, je pense, Ouais, avec ouais. aussi. Bah, plus tu as des diplômes avec de meilleurs résultats, mieux c'est. Hmm. Mais après, il y a aussi un stade où l'expérience se joue en ta faveur, en fait. Si tu as bossé dans plein de studios auparavant et que tu as des bonnes recommandations, enfin, ça va booster. Donc, si D'accord, comme moi, tu as juste un bac et que tu as tes notes d'animation mentor qui sont correctes, mais que derrière toi, tu as aussi de l'expérience, bah, c'est bon, enfin, moi, j'ai pas eu de problème. d'accord. J'ai pas eu de problème ni pour aller en Malaisie, ni pour aller au Canada. Alors après, je pense que là,
je pense pas que j'aurais de problème pour aller ailleurs non plus, quoi. Mais ça n'a pas du tout posé de soucis à ce niveau-là. Et ça, c'est pour les visas. Mais après, pour trouver un job à Londres et tout, je pense pas que le diplôme, enfin, moi je dirais pas que le diplôme compte, je pense vraiment que c'est la démo, les compétences et l'attitude. Parce que, en plus, enfin, en tout cas, les Anglais, ils sont vachement sur t'es capable de le faire, j'ai vu que t'étais capable de le faire, bon ben ok, vas-y, tu vois. D'accord. Tu peux le faire. Et je pense que c'est vraiment, ouais, t'as des mots et quand tu dis j'ai fait telle ou telle école, c'est sûr que plus l'école est reconnue, comme l'ESMA, ou même Animation Mentor, plus tu arrives avec un bon bagage. Parce que tu dis, ah, l'ESMA, je sais que c'est une bonne école, ou Animation Mentor, même je sais que c'est une bonne école, et donc ça joue toujours en ta faveur. Mais si tu arrives avec une bonne démo, même en tant que junior, tu arrives avec un truc qui est solide et qui cherche des juniors, ils vont pas te dire, ah, là, tu as une bonne démo, mais tu n'as pas le diplôme. Ça j'en doute fortement. Sauf dans le cas où, voilà, tu as besoin de ça, et donc là, mais même là, tu vois, je veux dire, au final, donc, avec Animation Mentor, tu n'as pas forcément eu un diplôme, donc c'est surtout des notes que tu as eues à chaque fois qui permettaient d'évaluer ton niveau. Oui, des notes sur les assignments. C'était pas noté chaque semaine, mais je sais plus, c'est par exemple, l'assignment c'était faire un cycle de marche au tout début, et si tu as 2 semaines pour faire ton cycle de marche, voilà, tu as des feedbacks de ton mentor, puis au bout d'un moment tu le rends, et puis c'est ça qui va être noté. Et puis au fur et à mesure, tous tes exercices sont notés, puis à la fin de ta classe, qui dure, je sais plus, 3 ou 4 semaines, je me souviens plus exactement. À la fin de ça, ils font la moyenne de toutes tes notes, et puis si tu as un résultat satisfaisant, ils te laissent passer dans la classe d'après. D'accord. Donc il y a moyen que tu puisses quand même redoubler entre guillemets et de voir. D'accord. Complètement. Il y a même des gens aussi qui veulent prendre des classes pour se perfectionner en acting ou en body mécanique sur tout un tas de choses. Et du coup, ça existe. Tu n'es pas obligé de démarrer du début, mais tu peux soumettre ta démo à Animation Mentor, à Animate ou à New School, et puis ils vont te dire, ok, avec ton niveau, tu vas à telle classe d'acting ou telle classe de body mécanique. D'accord. Tu ne pas depuis le début. Et ça te permet de te perfectionner. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible d'avoir fait ces écoles et de trouver du job. Vu que c'est ce que j'ai fait. Bah ouais, voilà. C'est pas. Clairement, le fait que le diplôme d'Animation Mentor ne soit pas un diplôme reconnu en France et que j'ai que mon bac S, ça change rien. Voilà. De toute façon, c'est pour ça aussi qu'on fait ces interviews, c'est que chacun en fait de vous, les pros que je vais interviewer, vont avoir leur propre point de vue. Et après, c'est aux étudiants de voir le maximum d'informations et de faire après leur choix quoi derrière. C'est ça que je trouve qui est bien, c'est que il n'y a pas un chemin. C'est ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Et je sais qu'il y a des chemins, peut-être comme le mien, qui, surtout aux yeux des Français, je pense, qui peuvent paraître moins bien. Parce que tu as moins de diplômes. Mais le résultat, c'est que tu veux un job dans l'industrie. Exactement. Et si à la fin, tu fais ce qu'il faut pour l'avoir et que tu l'as, et après, une fois que tu es dedans, forcément, ça s'enchaîne. Finalement, c'est le résultat que tu souhaitais. Et voilà. Ouais, exactement. Qui n'empêche pas après de reprendre, comme tu sais, d'autres classes pour continuer après à s'améliorer et tout, en fait. Bien sûr. Non, mais moi, je pense que de toute façon, voilà, je pense que c'est notre domaine aussi qui veut ça, qui fait que nous, ce n'est pas une obligation d'avoir un diplôme pour rentrer dans l'industrie. C'est sûr que ça s'applique, là je parle que de notre industrie. Voilà. Donc voilà, si ça peut aussi aider à rassurer les parents. Ouais, mais je pense que c'est ça surtout, je pense que c'est surtout la culture du diplôme. Je pense, les parents, je pense, et il y a plein d'options, et c'est pas parce que... c'est pas parce que moi j'ai eu un contretemps de santé que j'ai pas pu faire le job dont je rêvais finalement. Parce que en passant par d'autres chemins. Du coup, toi, est-ce que, enfin voilà, tu as eu du fait que ça soit à distance, du fait que ce soit donc la 2e année à l'ESMA, bon après qui a été un peu spéciale, donc là, je pense pas que ça sera une question pertinente, mais au moins durant la distance à Animation Mentor, est-ce que tu as eu des moments où tu as eu une baisse de morale, tu as eu peut-être un burn-out, ou tout s'est vraiment passé nickel? Non, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de burn-out et tout ça. Ok. Franchement, parce que il y avait une vraie dynamique positive. Il y a juste peut-être une classe qui était plus difficile que d'autres. C'était la classe 4 avec un mentor qui s'appelle Nick Bruno de Blue Sky. Et je l'avais pris parce que je sais qu'il était super exigeant. Et lui, pour le coup, il a amené la compétition parce qu'il y avait un Student of the Week. Et là, pour le coup, mais il était tellement exigeant, et je sais pas comment expliquer. Il donnait envie, vraiment, de lui montrer l'assignment et de faire, regarde, là j'ai vraiment fait le meilleur assignment et tout ça, quoi. Et à tel point que je sais qu'il y avait une telle dynamique positive dans cette classe, dans ce groupe et avec ce mentor, et qu'on lui a demandé si, parce que des mentors parfois enseignent plusieurs classes, on lui a demandé est-ce que vous enseignez la classe 5, il a dit oui, et du coup on a tous sign up pour la classe 5, c'était que la classe 4, la classe 5, on fait la même avec lui. Trop cool, ok, ah ouais, donc il y avait vraiment la côte avec lui, quoi.
Ouais, parce qu'il était vraiment, vraiment super bien comme mentor. D'accord. Et il y avait une super bonne vibe dans ma classe. Et on a vraiment tenu à rester soudés en groupe et avec lui et à continuer. On avait trop envie qu'il continue à nous apprendre tout ce qu'il nous apprenait en classe 4. On voulait voir ça sur la classe 5. Et quand il a dit qu'il prenait la classe 5 pour le terme d'après, on a fait OK, quoi. Ouais, Et let's je me go. souviens même qu'il fallait être hyper rapide pour sélectionner le bon mentor. Donc on était tous sur le site d'Animation Mentor. Dès que c'était dispo, on avait sélectionné le mentor. Et Ouais. après, ouais, il y avait une bonne dynamique où on s'est dit, c'est bon, est-ce que tu as réussi à être dans cette classe? Ah, ok, c'est bon, on était super contents d'avoir réussi à être tous ensemble. Donc, ouais, il y avait D'accord. Ok, ok. donc, ça, Et c'était en 2013. pour toi, du coup, tout ça, parce que je sais que des fois, moi, ce que je remarque dans certains enseignements, c'est qu'on va passer très vite, en fait, d'une étape à l'autre au niveau des exercices. C'est-à-dire, on va passer directement de la bouncing ball à la gestion d'un personnage humanoïde tout en entier. Est-ce que Ouais. toi, il y a eu vraiment un ordre logique ou des fois, c'était quand même un peu accéléré, il fallait tenir Non, le non, non. rythme? Non, moi je trouvais que c'était super graduel et D'accord. super bien. Mais, vraiment, on est passé, on a fait la bouncing ball classique, après on a fait les balles avec plusieurs poids différents, après on a fait le pendule. D'accord. Et après, on finissait sur Bolly, tu sais, c'est la petite balle avec deux jambes. Les deux jambes, ouais. Ça. Et ça, c'était le final de la classe 1. Et il fallait faire un vanilla walk cycle avec ça. Mhm. Et aussi, après, un petit cycle, mais avec de la personnalité. Et ça, c'était la fin de la classe 1. D'accord. Le seul gros jump qu'il y a eu, c'est en classe, je crois que c'était en classe 2. Ouais, c'est en classe 2, où là, ils ont voulu qu'on voit un peu le quadrupède. Et là, c'est sûr que c'était un peu difficile parce Ouais. que c'était un peu tôt. Mais ils venaient de sortir ce nouveau rig et tout ça, qui s'appelait Sloan le chien, je crois, dans Mentor. Et donc, du coup, mais en même temps, c'était super fun parce que en classe 2, c'est encore un peu les basiques et tout ça. Et tout le monde était super excité d'animer le quadrupède et tout. Et donc, ouais, c'était quand même cool de faire ça. D'accord. Ok. Ouais, au moins, ça faisait déjà une première approche avec le quadrupède. Ouais, voilà. Mais c'était pas le centre de la classe 2. D'accord. C'était juste un peu un bonus, quoi. Parce qu'après, la classe 3, c'était vraiment les body mécanismes. Je crois que la classe 2, c'était introduction aux body mécanismes. D'accord. Je crois que c'était ça. Ok. Alors, après, c'est intéressant. Dans l'ordre, si je comprends bien, donc, vous aviez les bases. Alors, tu as parlé de Vanilla Walk, c'est la première fois que j'entends ça. C'est quoi? C'est vraiment le cycle de marche basique Oui, c'est le cycle de marche basique parce que, en fait, moi, comment on m'a expliqué, c'est que la saveur vanille, c'est la saveur défaut de base. Et donc, la vanilla walk, c'est la marche de base. Sans D'accord. personnalité, sans rien. La vanilla walk, c'est pas rien, c'est juste la marche basique. Ok. Et après, il y a la marche à personnalité. Il y a la Chocolate Walk, il y a la... Ouais, après, on sera chaté là, tout ce que tu veux. Mais non, voilà, c'est voilà, vanilla walk. D'accord, d'accord. Et donc après, acting. Bon, de toute façon, je pense que maintenant, le programme a dû bien évoluer. De toute façon, je donnerai aux étudiants le lien pour qu'ils voient maintenant les classes qui existent chez Ouais. Animation Mentor. Ok, ok. Alors, et du coup, une fois que tu as fini donc cette formation en ligne, comment ça se passe pour ta recherche de premier job? T'avais quoi comme bagage en fait? T'avais une démo reel? Ouais, j'avais ma petite démo reel étudiante de tous mes exos que j'avais fait à Animation Mentor. Et j'avais même pas, je crois, de projet vraiment perso. J'avais juste mes exercices D'accord, et je misais tout sur mes exos de mes dernières classes qui étaient mes classes d'acting. Et voilà, et après, la première chose que je fais, c'est que je me suis fait un profil LinkedIn. ouais, Et puis, c'est tout bête, mais du coup, je vivais déjà à Londres et c'est toujours important de croiser des gens. Et mon mari est animateur aussi, il travaillait déjà à Londres et j'avais fait un peu de freelance dans sa boîte et tout ça. Et le meilleur moyen de se faire des relations à Londres, c'est d'aller au pub le soir. Et donc, du coup, ça permet aussi de rencontrer des jeunes et d'entendre des choses, qu'est-ce qui recrutent, à quel moment, à quel endroit. Et donc, je pense que c'était une combinaison de choses, les rencontres que j'ai fait lorsque j'allais me socialiser avec les gens qui travaillaient déjà, et aussi LinkedIn. Et je sais que comment ça s'est passé, la première chose que j'ai eue, c'était un appel de The Third Floor. Ils m'ont téléphoné, et là, c'était pour juste 12 semaines, je crois, un truc comme ça, pour faire la playlist pour A Monster Call, d'accord, le film. Et donc, du coup, j'ai fait ça, et j'étais vraiment prête à tous les challenges parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et donc, j'ai découvert un peu la prévise, mais ça a été très bref pendant 2 semaines. Et je pense que je n'ai pas totalement pris pleine conscience de ce que ça représentait. J'ai juste fait ce qu'on me demandait à ce moment-là. Et après, j'ai eu cette proposition de job en série télé pendant 1 an sur 3ds Max. Et là, je me suis dit, c'est super parce que ça m'offre de la stabilité. Pendant 1 an, j'ai un travail.
Et même si c'est sur 3ds Max, je me suis dit, bah, je vais leur dire que je sais faire 3ds Max et puis je vais l'apprendre à la maison. Donc j'ai dit oui, alors que j'avais jamais travaillé dessus. Et du coup, tu avais combien de, on va dire, de mois ou de semaines avant de commencer le job pour justement te former à 3ds Max? Je crois 3 semaines. T'avais trois Mais au semaines, d'accord. final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas été la seule à faire ça et on était beaucoup à être plus maniaques que 3ds Max et je pense que tout le monde savait un peu et il y en avait qui maîtrisent un peu plus 3ds Max qui nous ont Hmm. aidés. Et donc là, c'est pareil. Et c'était vraiment une petite boîte et c'était la première fois qu'ils faisaient de la série télé et tout ça. Donc il y avait une ambiance beaucoup plus familiale, on était beaucoup plus proches les uns des autres et il y avait que dans une grosse boîte, je veux dire. Et donc il y avait vraiment une notion d'entraide et, euh, et voilà. Et donc du coup, ça a permis de vraiment bien s'en sortir rapidement, quoi. Et je pense que ce que ça m'a apporté, c'est cette capacité d'adaptation aussi, qui est genre après cruciale, je pense. Hein. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'était culotté, hein, fallait oser le faire quand même, hein, de se dire. Oui, mais après c'est que, en tout cas, en animation, c'est que ça change pas Ouais, fondamentalement non plus, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais dit oui, je peux faire du lighting ou des FX, quoi. ouais, bien sûr. Ça reste quand même jouable. Hmm. Mais voilà, mais on s'est tous entraînés et tout ça. Et encore une fois, je pense que le job que c'était a permis que ça se passe comme ça. C'est sûr que dans des gros studios, c'est plus compliqué. Ouais, c'est sûr. Ça, quoi. Je vois ce que tu veux dire, oui. Donc voilà. Mais du coup, ça m'a permis de me jeter dans le bain. Et de me faire par la suite aussi de faire plus de connexions, de rencontrer plus de gens. Et puis tu sais, après, voilà, c'est comme ça que les choses commencent à se construire gentiment aussi. Quoi. Tu bosses avec 2-3 personnes que tu retrouves après dans un autre job. Ouais, une fois que t'as le pied dedans, de toute façon, ouais. Ouais. Souvent, c'est ça le plus dur, hein, c'est tu sais mettre le Oui. pied et une fois que t'es dans le réseau, ça y est, hein. Ouais, au début, j'ai envoyé 3 tonnes d'emails. C'est vrai? Comme tout le monde, je pense, 3 tonnes d'emails à des studios où tu rêves de bosser, puis c'est pas encore ton moment parce que t'es encore un peu trop junior, donc du coup, voilà. Et il faut que tu arrives à mettre, comme tu dis, le pied dedans, que tu trouves un endroit où démarrer, et puis après, une fois que tu as démarré, c'est plus facile. Alors, et du coup, toi, comment dire, donc voilà, quand tu t'es fait rappeler, c'était donc suite aux candidatures que tu avais envoyées par mail. Ouais. Ok. Au mail ou LinkedIn, je sais plus, mais je crois que j'ai fait un peu les deux. Ah, c'est intéressant. Donc, tu as approché directement les boîtes aussi par LinkedIn. En fait, je regardais les recruteurs et je les ajoutais, mais j'ai envoyé, c'est ce que je dis aux gens de faire. Moi, j'envoyais jamais juste plein de connexions au hasard. J'envoyais toujours un petit message court. Bonjour, je m'appelle Camille Carcellaire, je viens d'être graduée d'animation mentor, je sais plus ce que je disais. Puis je vous ajoutais à mon réseau LinkedIn, hyper poli, pas du tout rentre dedans, mais juste pour montrer que je n'étais pas juste morte de faim en train d'ajouter des gens. Je montrais que voilà, j'étais vraiment intéressée par la boîte et que j'avais vraiment envie de discuter. Et en fait, il y a des gens qui, je sais, c'est ce genre d'approche qui leur a plu. En fait, aussi, de pas juste envoyer des connexions comme ça et de Ouais. temps d'écrire un petit message, en fait. D'accord, ok. Et donc, en fait, à aucun moment, tu disais que tu faisais une première approche pour entamer une discussion et en savoir plus sur la boîte, quoi, si je comprends. J'espérais que ça allait pouvoir amener à quelque chose. Il y a plein de fois où on m'a pas répondu, ou voilà. Et là, j'ai juste eu ce fort et ce petit studio qui cherchait des juniors. Et donc, du coup, voilà, j'ai démarré comme ça. Et puis après, j'ai continué. Puis comme je me suis fait un peu plus d'expérience, j'avais fait des petits projets de mon côté. Petit à petit, après ça, j'ai pu rentrer à Paris. D'accord. Et du coup, c'était quoi, tu te rappelles de la première série sur laquelle tu as bossé? C'était quoi le nom? Oui, ça s'appelait Messi Goes to Okido. Mais je crois que ça existe toujours. Enfin, en tout cas, il y a eu une saison 2. C'était un petit show pour enfants fait par la BBC, je crois. Messi Ghost, tu m'as dit? Messi Goes to Okido. Messi va à Okido. Messi Goes to Okido. Ok, ouais, je vais voir sur les visuels. Ouais, c'est très série. Il y avait des quotas très. Enfin voilà, je me souviens plus combien c'était par semaine, mais c'était vraiment des gros quotas de série. D'accord. Voilà, quoi, fallait envoyer. D'accord. Et ouais, mais c'était super cool parce que j'ai appris 3ds Max. Et vu qu'en série, il fallait être efficace, j'ai appris beaucoup de. C'est là, je pense, que j'ai plus appris des techniques pour être efficace de la part d'autres animateurs qui avaient déjà l'expérience, clairement. C'est vrai que la série télé est énormément formatrice au début. Même moi, je suis passé par ça, hein, franchement. Et vraiment, voilà, effectivement, hein, c'est vrai qu'au début, ça peut faire un choc parce qu'on te parle de quotas, donc de production, d'une certaine rapidité de production à avoir. Mais au moins, ça te permet d'aller très vite à l'essentiel. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est même hyper intéressant du point de vue technique et puis même aussi du point de vue animation parce qu'on dit toujours que c'est important la clarté dans un jeu. Ouais, exactement. Et là, t'as pas le choix. Il faut que ce soit clair. En plus, pour deux raisons, parce que il faut aller vite. Et il faut qu'on comprenne le shot. Et en plus de ça, c'est pour les enfants en bas âge. Donc, il y a largement intérêt à ce que ce soit clair. Ouais. Parce que c'était vraiment, je crois, destiné aux enfants.
3 ans, je crois. D'accord. Plus que ça, donc voilà, quoi, il faut que ce soit clair pour eux. Donc du coup, c'était super intéressant. J'ai appris énormément de choses de la part de plein d'autres animateurs plus seniors que moi. De toute façon, tout le monde était plus senior que moi, c'était mon premier job. Donc j'avais tellement de choses à apprendre de tout le monde à ce moment-là que ouais, j'absorbais littéralement toutes les techniques et tous les tips que tout le monde pouvait me Ah, donner. c'est clair. Ah, mais ça, de toute Ouais. façon, je pense que après, de toute façon, un tel combat, on va dire, pour trouver un premier job dès qu'on y est, enfin voilà, les étudiants, vraiment, ça c'est le meilleur des conseils, c'est prenez le maximum. Prenez le Oui, maximum, quoi. ah oui, il faut être une éponge. Ah voilà, c'est ça, ouais. C'est exactement l'expression que m'avait sorti, moi, ma directrice d'école à l'époque, quoi. Faut être une éponge. Ouais, ah ouais, complètement, complètement. Et il faut toujours laisser son ego de côté aussi. Ouais, soyez C'est humble. important. Mm. Ouais, ça c'est super important. Ah ouais, non, mais des fois même, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu penses avoir bien compris ou maîtrisé et faut Et tout en fait, non, désapprendre. ah, mais complètement, complètement. Mais je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre de toute Ouais. façon. Donc voilà, ok. Et du coup, est-ce que tu es passé quand même par des entretiens pour entrer dans ces Ah oui, premières... oui, Ouais. oui. Oui. Bah, c'est un grand souvenir, hein, mes premières interviews en anglais. D'ailleurs, je Ah, regrettais pas. J'ai payé un Image Mentor pour de l'année, mais je pense que j'aurais dû les payer double parce que ça a aussi été mon école d'anglais. d'accord, Et donc ouais, première interview, bien sûr. D'abord sur Skype, je crois, et puis après en présentiel. d'accord. Pas de test par contre, juste Ok. l'interview. Et ouais, suite à cette interview, après j'ai été rappelée. Donc oui, la série télé c'était sur Skype et après en présentiel. Et First Floor c'était au téléphone et après en présentiel. Alors, et Euh, comment ça se passe? Il te pose quoi comme question exactement en entretien? c'est quel est ton parcours. Donc là, à ce moment-là, c'est quelle école t'as fait, quelle classe t'as fait. Parfois, tu dis quel mentor t'as eu. Du coup, dans mon cas, Image Mentor, qu'est-ce que t'en as retiré. On regarde ta démo, donc on te dit, ok, là, ça a été quoi le challenge pour toi sur ce shot-là. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères faire aussi. Qu'est-ce qui t'a le plus motivé. T'es plutôt body mécanique, t'es plutôt action performance. Quel type d'anime t'aimes bien faire. Hmm, Euh, je sais plus si j'ai une question sur les quotas. Je crois qu'ils avaient demandé oui, comment tu te sens pour gérer les quotas. d'accord, Euh, voilà. Et puis aussi, est-ce que ce 3ds Max c'est possible, forcément. forcément. Parce que bon, c'est vrai que quand même, tout le monde est quand même, enfin, même si on ne travaille pas tous sur Maya, mais quand même en grande partie, tout le monde est sur Maya. Et comme ils savaient que j'avais étudié sur Maya, voilà, est-ce que ça c'était quelque chose qui était possible et tout. Hmm, Et ouais, je pense que c'est les questions dont je me souviens le plus de ce premier interview. d'accord. Ok, ok. Bon, après, c'est quand même des questions qui font sens, hein, parce que ça leur permet Oui, vraiment de oui, savoir, toi, où est-ce que tu es le plus à l'aise, sur quel type de shot on peut te placer. Enfin, oui, ouais, ouais. effectivement. Et Ouais. du coup, que ça soit en distanciel ou en présentiel pour tes entretiens, je suppose qu'après, c'était un peu plus technique, t'allais parler avec Ouais. un lead pour l'entretien. Non, alors j'ai pas parlé à des leads à ce moment-là. D'accord, J'ai parlé avec le superviseur, mais d'accord. c'était vraiment, j'ai pas eu, ce que j'ai dit, que j'ai eu comme question à l'interview, c'est vraiment ce que j'ai eu après, je suis partie, et puis après ils m'ont rappelé pour avoir l'offre. J'ai pas eu de deuxième étape plus technique en fait. D'accord, C'est vraiment quand j'ai démarré que là on est rentré dans la technique, hein, donc voilà, ça c'est 3ds Max, on fonctionne comme ça, on va faire ça, ça et ça. Voilà, c'est vraiment le premier jour qu'on est rentré. d'accord. Un gros brief d'entrée, quoi. Ouais, Ok. ouais, Ok, ok. Et alors, du j'aime coup, ça. toi, si tu pouvais maintenant, enfin, avec le recul que tu as sur toi, tes premiers instants, tes premières recherches de job et tout ça, est-ce que toi, tu aurais des conseils ou des erreurs à éviter maintenant que tu as pu faire avant et que les étudiants pourraient maintenant éviter aussi à leur tour? Moi, je pense que ouais, parfois j'ai ajouté les recruteurs comme ça, comme je dirais sur LinkedIn. Moi, je pense que l'attitude, c'est aussi important que la démo. Et je pense que c'est toujours hyper important de mettre ce fameux petit message Ouais, et de le personnaliser un peu pour montrer qu'on n'est pas juste en mode, même si on est un peu comme ça et qu'on fait quand même du copier-coller, essayer de sortir un peu du lot en personnalisant son approche avec les recruteurs et hmm, avec les boîtes. Je pense que ça, c'est super important. Je pense que les erreurs à éviter, c'est pas tout mettre dans sa démo. Vraiment, il vaut mieux qu'elle soit beaucoup plus courte, ouais, avec plus de qualité, plutôt que tout mettre, d'accord, littéralement, parce que le but, c'est de se mettre en valeur. Donc, on a tendance à dire, plus il y en a, mieux c'est dans la démo, et en fait, non. Il vaut mieux, à la limite, s'il n'y a qu'un exercice qui est bien fait, moi, je dirais, il vaut mieux mettre un exercice bien fait et après en faire un autre de son côté, hmm, et se vendre avec ça. Plutôt que se vendre avec des trucs moyens, voire qui étaient plus du niveau de quand on a commencé au début. Moi, je dirais ça. d'accord, Ouais, c'est les premiers trucs qui me viennent en tête. Et puis aussi, pas se dire, oh, je vais pouvoir
retrouver un job dans un gros studio tout de suite. Il faut aussi, même si on en rêve, il faut accepter le fait que c'est graduel. Enfin, Ouais, après, moi, je pense que là, maintenant, l'ASMA, par exemple, a atteint un tel niveau que je sais qu'il y en a qui vont direct à Trend Store, ici et tout, parce qu'en plus, les films étant de plus en plus gros et tout ça, enfin, je veux dire, on a besoin de plus en plus de main-d'œuvre et tout, mais c'est pas parce qu'on est mort dans un petit studio que c'est la fin du monde bien aussi. Je sûr, pense que bien parfois, sûr. quand on est étudiant, surtout si on a un copain qui est à la NPC ou un truc comme ça, on peut avoir un petit burn-out, ou se dire c'est pas cool et tout, mais en fait, non, c'est pas un problème. Et de toute expérience, on va en tirer quelque chose. Exactement. Et puis, moi, c'est aussi un truc que j'ai appris quand moi je suis rentré dans le monde aussi de l'animation professionnelle. C'est par exemple la Teamto, ben, en fait, il y a pas mal de gros studios aussi qui font sous-traiter en fait leur travail par d'autres Ouais, studios en fait qui font de la prestation. Et on ah ouais, va ouais, exiger une complètement. certaine qualité de ces studios-là en fait, même si c'est Ouais, pas ouais, les gros. Donc, il y ouais, aura du ouais. challenge. Ouais. Bah, même et ça, je pense que c'est ce que je vivais à Kuala Lumpur, parce que on a travaillé sur la saison du Mandalorian. Et, euh, et ça, c'était bah, Yellen qui nous envoyait des choses et clairement, c'était traité chez nous. Quoi. Et voilà. Mais À ça Kuala n'empêche Lumpur. pas que Que voilà, la il faut. qualité était là quand même, Voilà, parce qu'il le faut de toute façon. c'est Parce que ça. voilà. Et ouais, voilà. Et je pense aussi que, par rapport à quand on parlait de, il n'y a pas une solution, un diplôme, un parcours et tout ça, et je pense que ça vaut aussi dans les parcours professionnels. Moi, quand je dis que je suis allée en Malaisie, tout le monde me dit, mais pourquoi? Ouais, Et c'est en vrai fait, ça. il y a plein de. Bah, parce que ça faisait plusieurs années qu'on était à Londres et qu'on a tenté de De voir autre changer. chose, en fait. Ok. Littéralement autre chose, et ça fait beaucoup de bien de voir totalement autre chose. Et, euh, et parce que là, c'est clair que ça a été, je pense, le plus gros niveau d'adaptation à tous les niveaux. Quoi. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est super enrichissant, ce genre d'expérience. Et parfois, on fait l'erreur de vouloir transposer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a connu dans un studio, vouloir transposer ça dans le niveau dans lequel on est, alors qu'en fait, tu peux pas juste faire ça, faut t'adapter au nouvel environnement, à la nouvelle culture, parfois dans le cas où tu changes de pays. Et donc, Hmm. c'est super important. Alors, du coup, ça aussi, c'est super intéressant parce que donc toi, là, par exemple, quand vous avez voulu changer de pays, enfin, vous êtes passé par une plateforme spécifique pour postuler, pour trouver un emploi. Est-ce qu'il y a Non, encore des choses non, comme ça non. qui existent ou tout se passe par LinkedIn? LinkedIn. Et D'accord. puis après, Google aussi, hein, on a cherché sur Google les studios en Asie, parce qu'on ne connaissait pas. Et on a noté les adresses mail des studios, on a regardé s'il y avait, parfois ils mettent les recruteurs sur le site, on allait les rechercher sur LinkedIn, on a essayé de les ajouter sur LinkedIn. Ça s'est construit comme ça petit à petit. Et puis on a eu une réponse de Kuala Lumpur. Et puis on a fait, ok, donc on Let's y va. go. Ok. Et on y est allé, et ça c'était en mars 2019. Et on est resté là-bas jusqu'en octobre 2019. Et, D'accord. et voilà. Et après, du Canada. Donc c'était une petite mission, donc mars, octobre, ouais, ça fait à peu près Euh, 7 mois. ouais, à peu près, ouais, voilà. Ouais, nous, après, c'est nous qui avons fait le choix de partir. C'était pas la mission qui disait qu'on devait partir, c'est nous qui avons fait le choix de bouger. D'accord. Parce qu'on voulait bouger. En fait, on était resté longtemps à Londres et justement, là, le but c'était de voyager. Projet qui forcément a été ralenti avec le Le Covid Covid, qui arrive ouais. après. Mais voilà, nous, on était dans le but de se détacher un peu de notre hub qui avait été Londres pendant longtemps et d'aller explorer tout un tas d'autres choses. Et en fait, quand tu fais le premier pas comme ça, de partir aussi loin dans une situation aussi différente, en fait, ça débloque plein de choses dans ta tête aussi parce que tu te dis waouh, c'est possible en fait. Ouais. Il y a plein d'autres options que je connaissais pas et qui existent et qui sont super cool à explorer en fait. Ah, c'est intéressant ça. Et par exemple, quand vous avez fait votre recherche d'emploi pour que aussi, je pense que les étudiants se mettent ça dans la tête, c'est que ça a pris du temps quand même, je suppose. C'est pas en deux Ouais, semaines. oui. Non, ça nous a pris plusieurs mois. Je pense que Voilà. ça s'est fait à peu près à la fin 2000, fin 2018, début 2019. On était en discussion avec eux et nous, on y a passé tout l'été Ah ouais, à chercher, se renseigner, tout ça. d'accord. Mais je veux dire là, pareil, au niveau de l'entretien, enfin, vous aviez juste un premier échange, on vous pose un peu des. Ouais. Premier échange, je crois, c'était avec la personne des RH euh, qui voilà. Et ensuite, on a eu une interview avec un superviseur et c'était quelqu'un qui avait travaillé au Canada, qui aujourd'hui travaille en Australie, enfin voilà, qui bouge aussi un peu comme nous, quoi. Ouais, Donc on s'est un peu retrouvés. Et au final, le monde est petit parce que la recruteuse de Kuala Lumpur, c'est aussi la personne qui m'a recrutée pour Digital Domain, ici. À d'accord. Montréal, elle est venue là, à Montréal, elle travaille à Digital Domain, et donc, enfin voilà, pour dire, ça tout. Ah ouais, c'est incroyable parce que ouais, là, attends, tu me parles de Kuala Lumpur jusqu'au Canada quand même. Oui, Waouh. ouais. Donc voilà, donc là, donc ouais, donc
c'est un très petit monde où beaucoup de gens se connaissent et tout le monde ne tourne pas forcément partout, mais si toi tu tournes, tu finis toujours par tomber sur quelqu'un que tu connais, et encore plus si tu restes à Londres, là c'est sûr que t'as vraiment un groupe, ou à Paris d'ailleurs, t'as toujours un groupe comme ça qui est là, quoi. Et du coup, l'appareil, pour entrer dans le territoire malaisien, est-ce que c'est l'entreprise qui vous aidait d'un point de vue administratif pour entrer sur le territoire et travailler? Ouais. Alors, c'est ce que j'ai eu des discussions avec les étudiants. Moi, ce qu'il y a, c'est que, bon, maintenant, je pense que le Royaume-Uni, ça va devenir différent à cause du Brexit. Mais avant, quand moi je suis allée à Londres, c'est sûr que je pouvais y aller. Du moment que. Enfin, je pouvais juste y aller, en fait. C'était l'Europe. Donc, c'est comme. Enfin, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de problème à ce que je vive là-bas. Voilà, à ce que je fasse mes études pendant un an là-bas. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit possible. D'accord. Je pense qu'il va falloir un visa, que soit qu'une école anglaise justifie que tu es sur le sol anglais, soit un visa d'un studio. Parce que moi, j'avais pas besoin en Angleterre. Et après, en Malaisie, là, du coup, il fallait qu'on soit sponsorisé par une boîte. Donc, il fallait que la boîte dise « je vous embauche ». Donc, je mets en place tout le visa pour vous. Vous, de votre côté, vous nous fournissez un scan de passeport, les notes, les diplômes, les notes que vous avez eues, les écoles que vous avez fait. Tout un tas de choses. Et ensuite, il s'enclenche une procédure de visa. Même si la boîte veut nous embaucher, une fois qu'ils ont tous les détails nous concernant, ils envoient ça à un service d'immigration, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, et eux, ils font la review de tout ça. Ils voient s'ils acceptent notre dossier. Si notre dossier est accepté, là, c'est bon, on peut avancer avec l'offre et dire c'est bon, on peut venir bosser là-bas. Et la boîte avait payé pour quitter même l'avion. Donc, ils t'avaient payé l'avion pour venir là-bas. Ils te payent un logement temporaire. Je crois qu'on avait 3 semaines dans un appart temporaire, le temps que toi, tu puisses trouver un appart là-bas. Mais ça, après, les conditions de relocalisation, ça dépend du studio. C'est sûr. Et plein de choses. Et il ne faut pas se faire avoir avec les visas, parce que nous, on est partis après 6 mois. Mais si on était partis avant 6 mois, on aurait dû rembourser les frais de relocalisation. D'accord. C'est un tas de choses qu'il faut savoir quand on part à l'étranger avec un visa qui sont liés au pays. Et le Canada, c'était différent ou c'était à peu près la même chose aussi C'était à peu près pareil. Envoyer toutes tes infos, envoyer toutes tes notes, et aussi le Canada, par exemple, mon mari et moi, je dis mon mari parce qu'aujourd'hui on est mariés, mais c'est quand même important de souligner parce que c'est important pour les visas. D'accord. On n'était pas mariés. Au moment où on est arrivé au Canada, je dis ça parce que quand on va à Kuala Lumpur, comme c'est un pays qui est musulman, être marié ça change tout. Sur ce que tu as le droit de faire pour ouvrir un compte bancaire et tout ça, machin. Pas le droit d'avoir un compte joint si tu n'es pas marié à Kuala Lumpur, alors qu'au Canada, à Montréal, il y a une mission de conjoint fait qui fait que si tu es ensemble depuis un certain nombre d'années, tu peux dire que c'est ton mari, même si tu n'es pas marié. Donc ça, c'est hyper important aussi pour l'ouverture des comptes bancaires, pour les visas, pour voyager ensemble. Si tu es en couple et quand tu es pas marié, ça a vraiment le pays dans lequel tu te trouves va avoir une incidence directe sur. D'accord. Non, mais c'est vrai, c'est un détail intéressant. Donc voilà, donc c'est important. Donc c'est pour ça que je dis qu'on n'était pas mariés et que donc, du coup on avait chacun son visa et on s'est présenté comme ça en arrivant au Canada. Et donc à la base, mon mari devait avoir un type de visa et moi un autre. Le mien avait des procédures plus simples et il fallait que j'atterrisse à Toronto, que je fasse mon visa à Toronto et ensuite je pouvais venir à Montréal. Lui, son visa était plus compliqué, il y avait plus de documents à fournir, mais il pouvait l'avoir directement à Montréal. En discutant un petit peu avec la boîte, comme moi je devais passer par Toronto absolument et tout ça, sa boîte à lui a dit ok, pas de problème, on change, on ne fait pas le visa à la base, on fait le même que ta conjointe, que ta copine, et comme ça, quand vous avez le même visa, quand vous atterrissez à Toronto, vous faites les 2 mêmes visas en même temps, et c'est bon, vous pouvez venir à Montréal. Donc, parce qu'on n'était pas dans la même boîte, ils n'ont pas proposé le même visa au départ, et donc ça impliquait même moi de ne pas atterrir au même endroit au Canada. Donc voilà, il y avait tout un tas de... Et ça, après, ça se discute avec les boîtes, et ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, et donc du coup, dans ce cas-là, il avait droit à des frais, il avait droit à une certaine somme pour ses frais de relocalisation qu'il n'a pas utilisé. Parce qu'on a utilisé les frais de relocalisation de ma boîte à moi. C'est ma boîte c'est ma boîte qui a payé pour un service. On a eu quelqu'un, quand je suis arrivée à Montréal, qui nous a fait le tour de Montréal, qui nous a aidé à trouver des choses, nous a expliqué un petit peu. Voilà. On a utilisé les services de relocalisation de ma boîte. Et voilà, donc je crois que lui, du coup, il a eu quelque chose en retour parce qu'il n'a pas utilisé cette somme. Mais voilà. Et donc, voilà, ça dépend vraiment des pays, puis après des studios. Et si on voyage à 2,
et qu'on n'est pas marié, parce que voilà, quand on est marié, ça change tout. Je veux dire, voilà, je dis c'est ma clairement. femme, ou tu as des enfants, voilà, c'est encore un autre domaine. Mais voilà, après, ça discute de dire, bah, ouais, mon partenaire a fait bizarre, moi je suis là, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. D'accord. C'est vrai que je ne savais pas qu'il y avait autant de paramètres. Mais ça, c'est quand Ouais, même, je trouve, rassurant qu'il y ait aussi cette idée de studio sponsor aussi, qui peut être là, du coup, pour t'aider un peu à faciliter les démarches, c'est-à-dire que voilà, s'ils te veulent vraiment, ils ouais, t'es pas peuvent. seul, ouais. Mais c'est aussi parce que quand ils fournissent un visa, c'est parce que c'est rare, soit tu es un très bon junior, mais c'est rare que tu sois au début de ta carrière à ce moment-là, tu vois. Parce que ça implique tellement de temps et de coûts pour eux Ouais. que c'est plus difficile quand tu es un junior. Quand tu es un junior, dans le cas du Canada, je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent avec un PVT, Ouais. mais c'est pas facile à avoir un PVT non plus, parce que moi, je suis jamais passée par Ouais, ça. mais c'est un système aléatoire, hein, clairement. Ouais, mais je sais que ça existe et que ça peut être un super système pour aller au Canada ou en Australie même et tout ça. Et parce qu'après, une fois que tu es sur place, tu peux travailler. Et la combine, c'est que si tu rentres dans un studio avec ton PVT et que ça se passe bien, bah après, ton studio peut décider de te faire un vrai visa pour que tu restes alors que ton PVT a expiré. Ce qui te permet de rester dans le pays et tout ça. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais je sais que c'est possible de faire ça. Mais voilà, ça demande de se renseigner. Puis en ce moment, avec le Covid, je crois que forcément, Ouais, c'est plus compliqué. pas ouvert. Mais c'est une solution pour après aussi, quoi, de démarrer en tant que junior avec un PVT. Et puis finalement, si ça se passe bien, bah, du coup, tu restes là-bas, quoi. D'accord. Donc, Et alors, tu parlais de l'aspect junior, il y a un autre aspect aussi dont tu as parlé, c'est qu'à un moment, tu étais passé freelance. Alors, est-ce que justement, pour toi, le freelance, c'est intéressant de le commencer dès la sortie d'école? Ou maintenant, avec le recul, tu penses que ça serait plus intéressant d'attendre d'avoir un peu plus d'expérience? moi, je pense que ça dépend, ça dépend de plein de choses, en fait. Ouais. Parce que ça dépend de ce que toi, tu as envie déjà. Mhm. Est-ce que ça te pose souci d'être sous contrat, tout ça et tout. Et après, je pense aussi que ça, ouais, l'avantage d'être en freelance, je pense que tu peux trouver des petits jobs plus rapidement, plus facilement parce que tu n'es pas passé par un contrat. Mais après, c'est assez, je pense, en France, je sais pas, mais je sais qu'à Londres, c'est quand même assez compliqué aussi à gérer, quoi, parce que tu dois gérer D'accord. tes taxes, freelance, tu peux être appelé du jour au lendemain, ça peut être un contrat d'un mois, comme ça peut être un contrat de 2 jours. Donc, enfin, je dis un contrat, c'est pas vraiment un Ouais. contrat comme, voilà. Mais c'est assez courant, je dirais, et je pense peut-être je suis un peu challenging au début, mais en même temps, ça permet aussi d'avoir de la flexibilité et d'avoir des jobs dès le départ. Ouais. Donc, tu peux très bien démarrer en freelance tout en postulant. Et puis, une fois que tu t'intéresses, tu te réponds avec un Ah oui, contrat. Bah, tu switches, d'accord. ouais, voilà. Moi, je sais que j'ai juste fait 2 ou 3 petits jobs comme ça. Je ne suis pas restée longtemps en freelance. J'ai été très, très vite sous contrat. Donc, Ok. et puis, je pense même aussi qu'il y a ça aussi, encore une fois, ça dépend du pays. Parce que moi, dans mon cas, Digital Domain, j'ai un contrat. Mais c'est comme si c'était contrat freelance un peu parce que en fait c'est lié au projet. Donc en gros là ben, je finis un projet, pendant 2 semaines je travaille pas parce que j'ai un gap un espace de 2 semaines entre 2 projets. Et Ok. après je reprends un autre. Mais c'est un contrat pour bosser sur un film. Voilà. Il y a d'autres boîtes qui, même s'il n'y a pas de job pendant 3 semaines, ils vont le garder pendant 3 semaines. Moi c'est D'accord. vraiment ça c'est là, tu travailles là, il y a un creux donc tu travailles pas, après tu travailles sur un autre. Voilà, donc c'est à prendre en compte Ok. aussi que ça peut dépendre du studio et du pays, quoi. Donc, Hmm. enfin, Ok, c'est ok. t'es sous contrat et c'est la même chose partout. Ouais. Ouais, donc ça, c'est intéressant aussi, tu vois, cet aspect-là où ça implique bien de faire ses recherches par rapport à un studio. Mm. Je pense même que ça peut être intéressant, peut-être voilà, même d'aller mais questionner peut-être déjà des juniors aussi qui sont un Ouais. poste dans cette entreprise, leur poser aussi des questions s'ils sont ok. Mais moi, je pense que même moi, ce que j'avais fait, même des gens plus seniors et tout, il y en a qui répondront pas et d'autres qui répondront. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui ont été super sympas, plus seniors ou mid, qui m'avaient répondu quand j'étais animation mentor sur des questions parce que je pense que, encore une fois, l'attitude, c'est super important. Et si tu arrives avec un message copier-coller et tout, bah, c'est pas terrible. Alors, si Ouais, tu essaies de faire un petit message personnalisé en disant salut, j'adore ce que tu fais, j'ai vu ta démo, je vois que tu travailles à Friendster ou à ILM ou quoi, j'aimerais bien discuter avec toi, est-ce que c'est possible et tout. Au pire, t'as pas de réponse, au mieux, t'as des conseils. Donc ouais, clairement. Clairement, et tu ça peut vois. te faire gagner un temps de malade en fait, derrière. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Plutôt que tu le découvres à à ton insu. Ok. Ouais. Eh bien, alors justement, en parlant donc de recherche de job, est-ce que tu penses qu'avec la période du Covid, il y a encore des offres d'emploi, il y a toujours moyen de trouver un travail? Bah, je pense qu'il y a toujours moyen. Après, le truc, c'est que
ça dépend des pays et ça dépend des règles qui sont mises en place. Là, je pense qu'au Canada, d'après ce que je vois, il faut être au Canada. D'accord. Donc je pense que c'est possible de bouger de province en province, de Québec en Colombie-Britannique et tout ça. Ça, je pense que c'est jouable. Et je pense même qu'il y a quand même une quarantaine, je ne suis pas sûre. Mais je pense que c'est jouable. Par contre, et je sais que moi, à un moment, on s'était dit est-ce qu'on rentre en Europe et tout ça. Et j'avais passé une interview avec Hélène. Il m'avait dit deux choses. Il m'avait dit donc, est-ce que tu as ton settle status, c'est le statut pour dire que tu peux travailler au UK sans avoir besoin de visa. D'accord. Ça, c'est dû au Brexit. Et ça date il y a 2 mois, donc c'est super récent. Et aussi, il m'avait dit qu'il fallait faire une quarantaine. Donc, je pense qu'il y a des offres, mais je pense qu'elles sont un petit peu plus restreintes et un petit peu plus compliquées par rapport au fait qu'il y a ces quarantaines, il y a... Ouais, en tout cas, ouais, on va dire, il y a des offres. Aussi. Clairement, ça s'est ralenti dans le VFX. Ok. En tout cas. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans le futur et dans la série, mais je me dis que peut-être c'est un petit peu moins impacté parce que c'est possible, tout ça et tout. Mais je sais que là, clairement, dans le VFX, on peut dire que ça a été ralenti. Vraiment. Donc, il y a moins de travail, vraiment. Donc, de facto, il y a moins de recherche. Voilà. C'est sûr. Les équipes sont moins grosses, quoi. Et puis, je sais que j'ai moi-même découvert encore plus de choses avec ça. Et je me dis ça, mais pourquoi je ne peux pas bosser en télétravail au Vancouver vu que je suis à Montréal. Et en fait, ça, c'est pas possible parce qu'en fait, c'est pas les mêmes systèmes de taxes dans chaque région et ni dans chaque pays. Donc, par exemple, si tu bosses à Montréal pour Londres, par exemple, et le film il bénéficie de tax break parce que c'est fait à ILM Londres. Mais du coup, tu peux plus avoir ces tax breaks si tu emploies plein de gens au Canada, tu vois. Et si la boîte est liée qu'exemple à Vancouver, par exemple, ils vont pas pouvoir te payer à Montréal parce que c'est pas les mêmes taxes, c'est pas les mêmes. D'accord. Ça fonctionne pas pareil. Donc du coup, et la boîte, ne peut pas. Tu vois, toutes les boîtes n'ont pas la flexibilité. Il y en a qui ont la flexibilité de te faire bosser d'un pays à l'autre et tout ça, mais d'autres pas pour des raisons de tax break, de loi quoi, tout simplement, de taxes, voilà. Donc c'est pas parce que c'est le monde du télétravail que c'est possible partout. Ouais. Il y a plein de... Donc il y a ça aussi. Moi j'avais tendance à penser au début de la pandémie que vu qu'on était en télétravail... Ça y est, tout est encore plus ouvert quoi. Voilà, ouais. Et en fait non, pas forcément. Ok. Un peu plus légal quoi. Ouais, il y a un aspect un peu plus financier, légal comme tu dis, qu'on va pas prendre en compte au départ quoi. Ouais, mais bon, au départ de la pandémie comme tout le monde je pense. Ok. Et... autre question aussi Alors, après toi c'est vrai que donc tu es passé de la série vers après maintenant le VFX, donc même quand tu étais en Malaisie c'était plus déjà du VFX? Ouais. D'accord. Oui, on a fait juste un feature film chinois, mais c'était globalement plutôt du VFX. D'accord, ok. Parce que là aussi les étudiants vont se demander, en fait, qu'est-ce qu'on doit être prêt à accepter déjà quand on débute en tant que junior d'un point de vue salaire, d'un point de vue investissement, heures sup en fait au travail quoi. Après, c'est sûr que moi, je pense que comme beaucoup de juniors, je me suis donné à fond et j'étais en mode j'accepte toutes les offres. Ouais. Les salaires et tout, au départ, c'est un peu difficile. Je pense que, je sais pas, je dirais qu'il faut avoir une plus grande flexibilité, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a clairement des salaires qui sont pas acceptables. Parfois, vraiment, je ne pense pas qu'il faut tout accepter non plus. Parce que sinon, ça va te drainer dès le départ. Ouais, c'est ça. Et le problème aussi, c'est que si tu démarres avec un salaire trop bas, après, c'est difficile de demander plus parfois. Et encore une fois aussi, j'insiste aussi sur le fait que ça dépend du pays aussi. Parce que qu'est-ce qu'un salaire haut, qu'est-ce qu'un salaire bas, ça dépend du pays. Parce que par exemple, un salaire équivalent à Vancouver et à Montréal, la vie à Vancouver est beaucoup plus chère qu'à Montréal. Ouais. Donc c'est aussi à prendre en compte. Londres et Paris, ça doit être relativement équivalent, mais à Kuala Lumpur, à salaire équivalent, avec la vie, le niveau de vie là-bas, ça va. Ouais. Donc il y a tout un tas de choses à prendre en compte aussi. La taille de la boîte dans laquelle on est, le pays, et donc du coup le niveau de vie de la ville ou du pays dans lequel on se trouve. Mais je pense pas qu'il faille tout accepter. Je pense qu'au début, c'est sûr qu'il faut taper large. Ouais. Vraiment. Et je pense que des plus d'heures sup au début, oui. Oui, mais il faut se poser des limites et il faut pas bosser toute la nuit. Je pense qu'il faut assez vite imposer des limites et il faut pas rester sans temps à tout donner comme ça gratuitement. Je pense. Ouais, je pense qu'en fait, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, voilà, où on se dit bon, on a tout à prouver, on est débutant. Ouais. Après, ça dépend aussi, voilà, si on a vraiment besoin d'un job et tout, et que financièrement il en faut un, c'est l'urgence et tout, voilà, ça va nous amener à accepter un peu ça, mais il faut vraiment essayer au maximum. Enfin, ça reste pas une situation permanente, quoi. Ouais.
Ouais, parce que non. Et puis il y a aussi voilà, des choses concernant les heures supplémentaires. Je sais que bah, ouais, nous, Montréal, ça a un peu changé notre vie parce que bah, les heures sup sont payées. D'accord, ok, ouais. Donc Ça ça change amène la à une donne. meilleure gestion du temps dans le studio. Hmm. Parce qu'on n'a pas le droit, enfin, sur un projet, tant qu'on n'a pas été approuvé pour faire les overtime, on n'a pas le droit de les faire. Tu vois. D'accord. Alors qu'à Londres, je les faisais parce que bah, de toute façon, je n'étais pas payée pour les faire. Donc, tout le Ouais. monde s'en foutait. Parce qu'au final, voilà, ben, tu n'étais pas payée pour faire tes heures sup. Donc, au début, tu donnes à fond. Parfois, tu ne te rends même pas compte que c'est 8 heures et tu devrais partir. Hmm. Tu vois, et c'est comme ça. Alors que là, à Montréal, vu que vraiment les heures sup sont payées, c'est vraiment genre, on est tous partis à 6 heures. Quoi. Sauf si on est approuvé pour les faire, ces overtime, là, on les fait. Et voilà, c'est plus régulé. Quoi. Après, je pense aussi que quand tu es débutant, enfin moi en tout cas c'est ce que ça m'a fait aussi, c'est que tu as aussi ce truc là où tu vas être happé à vouloir faire le meilleur aussi, parce que Ah ouais, ouais, c'est pour ouais. toi aussi, tu le fais, tu apprends, tu vas aller vraiment au bout, dire ok ce Ouais, tu shot vas aller au là, bout, ouais. voilà Tu je vais veux te les donner le meilleurs max. shots, ouais, non, mais clairement, et je pense que, je pense que c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut, quoi qu'il en soit, il faut avoir cette discipline aussi. Il ne faut pas que ça dure longtemps. Ouais. Parce que si ça dure trop longtemps, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il vaut mieux peut-être prendre un pas de recul et peut-être soit travailler sur sa rapidité pour essayer. Tu vois, Et après, je sais qu'il y a des choses aussi qui sont inévitables, que sont des problèmes techniques qui peuvent amener à faire des heures Bien supplémentaires sûr. aussi. Voilà, mais ouais, je pense qu'il faut vraiment essayer au maximum. De toute façon, toi, est-ce que vous, en tant qu'équipe d'animateurs, vous avez déjà eu un moment à mettre un peu le haut là en disant là, ce que vous nous demandez en haut, en fait, c'est pas possible. Ou alors, ça va être le chef de votre équipe qui est censé vous défendre, on va dire, entre guillemets, là-dessus. Moi, je l'ai pensé que c'était trop, mais je ne l'ai jamais dit. D'accord, ok. C'est plus moi qui me dit là c'est trop, il ne faut pas que je passe tout ce temps à faire ça. Ok. Ouais, parce que c'est un peu un sujet sensible quand même. Hmm. Et voilà, et je pense que ouais, tout le monde veut faire tout rapidement et tout. Et comme je disais, dans le cas de Montréal, la question ne se pose pas en fait. Parce qu'il y a cette sécurité. Ça doit être fait à telle heure, et à telle heure de toute façon c'est fini, tu peux plus. C'est comme ça. Donc voilà, donc ça évite ce genre de discussion. Mais ouais, non, moi je l'ai pensé parfois que c'était trop, mais je ne l'ai jamais soulevé. D'accord, ok. J'aurais peut-être dû, mais ouais, quand t'es junior, tu te dis je me donne au maximum, tu dis que ça peut te donner, et du coup tu dis pas, et là je pense que. Ouais, bah, c'est normal, voilà. Hein. En même temps, on a galéré pour avoir cette place. Tu focus, voilà, et tu veux la garder, donc du coup tu dis rien sur ça, ouais. Ouais, mais je pense que c'est important d'avoir sa propre discipline à soi aussi, et d'apprendre au maximum ce que tu peux apprendre pour être le plus rapide possible et pour pallier à tous tes problèmes le mieux possible et essayer d'éviter ça. Ok. Eh ben, justement, ça va permettre un peu d'embrayer donc sur autre chose. C'est toi, en fait, ton quotidien d'animatrice donc à Digital Domain, à quoi il ressemble? À quoi il ressemble? Alors, c'est encore une fois un peu atypique. Parce que, en fait, je suis à Montréal, mais comme le studio de Montréal est tout neuf, la plupart des choses se font à Vancouver. Donc, mes journées sont décalées. Je travaille avec Vancouver, donc je démarre un petit peu plus tard ma journée, je la finis un peu plus tard. Et les overtime, du coup, si je dois en faire, je les fais plutôt le matin. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai 3 heures de décalage horaire avec Vancouver. Donc, en fait, eux, quand ils démarrent leur journée, c'est midi pour moi. Okay. Donc, moi, je démarre ma journée à 11h pour être à peu près 10h, 11h, pour être à peu près calée avec eux. Okay. Donc, déjà, ça me demande une adaptation. Parce que, voilà, il faut. Pour pouvoir être à l'heure en dailies avec eux, pour pouvoir, parce que souvent, comme il y a des dailies, par exemple à 14h, si c'est 14h pour eux, c'est 17h pour moi, donc techniquement ma fin de journée, mais parfois il y a des choses dont ils ont besoin absolument le jour même, donc du coup, ils disent, ok, moi je vais bosser un peu plus tard ce soir, voilà, parce que... Alors, quand tu parles de dailies, on est bien d'accord, c'est des réunions hebdomadaires? Des réunions journalières. Journalières, d'accord. Journalières où on fait la review des shots de tout. D'accord. En anime. Voilà, c'est ce qu'on appelle la dailies. Et donc, du coup, tous les jours, on montre ce qu'on a fait. Donc, voilà, on a nos feedbacks et tout ça. Et là, dans ce cas-là, dans ce cas tout particulier, comme je ne suis pas sur le même fuseau horaire, voilà, c'est hyper important pour moi d'avoir une bonne organisation. Ouais. Et de savoir qu'est-ce qui est en priorité ou pas. Et après, c'est pas... Dans la partie du moment où ils n'ont pas besoin de quelque chose de journal, c'est pas gravissime parce que moi je commence à faire mes notes qu'ils m'ont données et puis après ma journée est finie, eux ils continuent à l'heure et moi de toute façon le matin j'arrive. Oui, au final. Donc voilà, donc on s'en sort. Donc ça va. Et ils savent qu'il y a des gens de Montréal, donc la daily n'est pas non plus super
tard. Parce que parfois ça arrive que ce soit super tard, et donc du coup je leur dis bah c'est pas grave, c'est 21h à Montréal, donc je reste plus tard, mais du coup je reste plus tard le soir, donc je vais dans ma journée plus tard le lendemain. Du coup mes journées sont décalées. Ah oui. Ça c'est la première fois que ça m'arrive. D'accord. Et je pense que c'est un peu lié à la pandémie aussi, parce que en fait, comme le studio à Montréal venait d'ouvrir, je pense que s'il avait ouvert vraiment, les choses seraient mises en place un peu à Montréal, mais là, comme tout le monde a été un petit peu chamboulé par ce contexte, voilà, tout est à la base à Vancouver, ou à Los Angeles d'ailleurs. Mais, et moi, je travaille avec eux, et voilà, je leur m'organise. Et l'organisation reste assez similaire, comment dire, à s'il n'y avait pas de pandémie, vous étiez sur place, je veux dire, avec le côté dailies, avec le côté... oui, ça par contre, ça change pas du tout. D'accord. Tous les jours, c'est toujours les shots, ça fonctionne de la même manière, on submit de la même manière, tout est réglé pareil. D'accord. Et puis on a chacun des shots à signer, et puis on travaille sur le shot en animation, et puis voilà, et il montre au client, il montre au réalisateur, ensuite il montre d'abord au réalisateur, après il montre au client. Et ensuite, on a les feedbacks du réalisateur, on a les feedbacks clients, donc il faut faire un... Ah ouais, ok, vous devez prendre en compte les deux, essayer de faire plusieurs... Ouais, les reviews réalisateurs sont pas toujours le même jour que les reviews clients. Donc voilà, et après parfois il y a les deux, donc voilà, et donc il faut combiner toutes ces notes et les adresser et tout ça. Et du coup, ça, c'est pas le lead, excuse-moi de te couper, hein, c'est pas le lead qui va faire le choix de dire, ok, par rapport à ce qu'a dit le client, par rapport à ce qu'a dit le réal, on va faire ça, ce sera toi en tant qu'animateur. Après, des fois, toujours en fait, avant d'adresser les notes en général, par exemple, quand c'est les notes du lead, je les fais tout de suite. Quand c'est les notes du réalisateur ou du client, surtout du client, on attend d'avoir une dailies avec la coordinatrice, le dev sup, le année lead, comme ça on est bien sûr que tout le monde est sur la même page, parce que des fois entre ce qui a été dit, ce qui a été noté sur Shotgun c'est là où il y a toutes les notes pour l'animation et tout ça, et ce que toi tu as interprété, il peut se passer il peut y avoir une perte d'informations. Ouais. Voilà, c'est beaucoup plus pertinent à chaque fois d'attendre d'être en dailies dans cette réunion journalière. On fait ok, la note client c'est ça, donc voilà, c'est ça qu'il voulait dire, on fait ça, ok, une fois qu'on est sur la même page, on y va. D'accord. La note. Est-ce que ça reste un peu similaire au fonctionnement que tu as pu voir aussi à la série télé, ou c'est quand même différent? Oui, je pense que c'est relativement similaire et tout. C'est les notes réalisateurs et notes clients et tout ça, je pense que c'est un peu le même schéma. Après, c'est juste qu'en série, il fallait pas attendre pour adresser les notes. Parce que, c'est pas le même rythme. Là, ça allait beaucoup plus vite, quoi. Et là aussi, quand je bossais à Londres, on avait du temps. Donc là, vraiment, beaucoup plus de temps. Donc là, il y avait beaucoup plus de temps pour adresser les notes, beaucoup plus de temps pour appréhender ses notes clients, réalisateurs et tout ça. Là, Digital Domain, c'était encore une fois très particulier parce que j'ai fait 2 projets que je n'avais jamais fait avant. J'ai fait 2 cinématiques de jeux vidéo, un pour Arc 2 et un pour Apex Legends. D'accord. Que je viens de dire. Et donc là, dans ce cas-là, c'était pareil sur Arc 2. Là, c'était Digital Domain qui est venu aider un petit peu pour finir ça. Et donc, du coup, là, c'était rendu dans Unreal. Donc, je publishais pas, parce qu'en fait, on anime nos personnages et on submit un playblast pour que les superviseurs voient ça. Et puis aussi, on publie ce qu'on appelle un cache en animation pour qu'après, les lighters, tout ça, récupèrent ça. Et ça, c'était pas ce process de publish là pour Arc, c'était autre chose parce que ça allait être rendu dans Unreal et tout ça. Et ça, c'est un projet qui a duré 1 mois et demi, donc ça, j'avoue que ça a été très vite. Donc je sais pas exactement comment ils ont fait ça en France. C'était très surprenant pour moi parce que dans la même semaine, j'ai fini l'année sur le projet. 3 jours plus tard, c'était sur YouTube parce que c'était rendu dans Unreal et du coup, il n'y avait pas. Ah oui, il n'y a pas des gros. Ouais, c'est du temps réel. Voilà, il n'y avait pas tous ces temps de rendu et tout qu'on a classiquement. Donc c'était une super expérience aussi et ça allait très très vite. Et là, sur Apex, pareil, c'était très très rapide aussi. Il y avait eu de la mocap à gérer. Et en même temps, un shooty frame. Et ça, c'est super. C'était une super expérience pour moi parce que ça sortait un peu de ce que je faisais d'habitude aussi, parce qu'on prend beaucoup de temps à finaliser les détails dans le VFX et faire en sorte que ça soit parfait. Et là, il n'y avait pas le temps que ça soit parfait. Et il faut adapter ses techniques et son style d'anime à ça. Il faut savoir s'organiser pour se dire, ok, c'est quoi mes priorités là à adresser, qu'est-ce qu'il faut, voilà, ça se rapprochait un peu plus. C'était pas de la série, c'était un mix entre le VFX et de la série, tu vois. Genre, il faut qu'il y ait de la qualité, mais en même temps, il faut aller vite. Ouais. Tu vois. Voilà.
Ben, Et justement, vu que tu parles de vitesse, c'était quoi la différence de temps qu'on t'accordait par exemple entre un shot pour le VFX et un shot pour la cinématique d'Apex? là, Apex, je sais plus combien de choses j'ai fait, mais en gros, on a passé 2 mois et demi pour faire un court métrage de 2 minutes 30. Et, et voilà, je pense que j'ai dû faire, je sais pas, 12, 13, un peu plus peut-être shot en 2 mois, D'accord. ce que j'aurais probablement fait sur un an en VFX. Ah ouais, ok. Ouais, ou 8 mois. Ouais, Ouais, mais bon, quand même, ouais, c'est. ça dépend, ouais, c'est pas, ça dépend du show, de VFX, ça dépend de plein de choses, mais c'était pas du tout la même, le même niveau de détail, parce que c'est pas du tout le même style non plus. Oui, là, c'était un peu plus. Vous étiez quand même un peu sur du réaliste quand même sur Apex? Ouais, réaliste mais stylisé un peu quand même. D'accord. C'était pas full cartoon, tu vois, vraiment stretchy, squatchy dans tous les sens, ça non, puisqu'il y avait de la mocap et tout ça quand même et tout, tu vois. Mais c'était un peu stylisé quand même. D'accord. Et la De toute mocap. façon, le trailer sera en avril, je crois. Donc, D'accord. Bon, ben, mais, parfait. mais ouais, la mocap, ouais, ben, on en avait. Parfois, elle était utilisable, parfois pas du tout. Ah, c'est vrai? Et ouais, ben, parfois. Bon, après, là, il y a un peu des limites de ce que tu peux dire. Ah, ok. Après, bon. Mais parfois, voilà. Parfois, c'était un peu compliqué parce que la mocap était vraiment pas. C'était difficile à utiliser. Parce que D'accord. ça aurait été mieux d'animer from scratch, mais ça aurait quand même pris moins de temps de cleaner cette mocap. Mais là, c'est là où il faut être super pragmatique et avoir son petit toolkit sur soi pour arriver le mieux possible à faire quelque chose rapidement. D'accord. Ouais, et c'est là où je pense que c'est important aussi, même quand on est animateur et tout, d'avoir un petit background technique, d'être un peu técos pour les cas comme ça où ouais, il y a besoin Parce que c'est de vrai que maîtriser la technique. moi, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de faire de mocap. Mais de ce que j'ai compris, en fait, c'est-à-dire que donc tu vas avoir. Donc, tu as toutes tes clés déjà, en fait, qui sont placées. Donc, c'est même un bake hein, d'animation, si je comprends Ouais, bien. Donc, tu as vraiment des complètement. poses clés à chaque frame, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. à toi de voir, en fait, qu'est-ce que tu Ça fait gardes. arbitre là-dedans, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Et voilà, et le problème, c'est là où interviennent beaucoup, en tout cas dans mon cas, mais je sais que je suis pas la seule, des layers d'anime. D'accord. Là, tu vas à grand coup parfois de layers d'anime pour, bah, tu vois, si dans la marche, le bras interpénètre la jambe et tout, bah, tu vas prendre le bras, tu vas le mettre sur un layer d'anime. Souvent, tu vas être amené à faire des remaps aussi parce que bah, y a le bras qui est dans un space qui ne te convient pas, tu vois, ou ce genre de choses en fait. Les jambes d'ailleurs, il va y avoir toujours quelque chose qui n'est pas dans le space que toi, tu aurais souhaité pour animer ça. Et ouais, il faut aussi beaucoup de cleaning et beaucoup, ouais, il faut être très organisé. Parce que D'accord. parfois, tu as tendance à vouloir trop cleaner et en fait, tu as trop perdu, surtout dans le cas d'une marche par exemple. Si tu en perds trop, là, c'est un peu la mort. Ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, ouais, et puis ça dépend aussi, parce que parfois, voilà, tu as de la super mocap, de super qualité, et là, voilà, c'est nickel, et des fois, c'est pas de la super qualité, c'est pas facile à gérer. Ouais, Et ça c'est vrai qu'on n'a fait un peu pas plus en lourd. tête cette idée aussi que mocap ne. Il y a différents types de mocap en fait, selon la technologie, Ouais, selon le budget, ouais. Ok. voilà la manière dont ça a été retargeté et tout ça. Donc voilà, il n'y avait pas de mocap facial, ça c'était supprimé. Mais voilà, je n'en suis jamais à faire de la mocap faciale, mais je sais que c'est pas une super partie, faut dire. Mais bon, mais heureusement que c'est là dans ce genre de show quand même, Bien sûr. parce que sinon, ouais, c'est quand même très compliqué d'animer en grande quantité, avec un style un peu réaliste comme ça, des marches et tout ça, sans mocap, D'accord, ouais. Ça, en fait, grosso modo, si je comprends, ça peut diviser par deux en fait le temps de production d'avoir déjà un mocap qui est ouais, prêt, quoi. ouais, complètement, D'accord. ouais, totalement. Ok. Oui, oui, c'est important. T'as parlé de remapping. En fait, ça consiste en quoi exactement le remapping? Bah, par exemple, je suis là, dans une marche, je vais avoir, il marche mon perso, et puis je vais avoir mon bras qui est en workspace. Et moi, en fait, comme j'ai besoin un peu de bouger le route, parce que j'ai besoin de déplacer mon personnage ou ça, ben, là j'ai besoin quand même de suivre le route plutôt. Et ben, du coup, Ah. je fais remapper pour que, au lieu que mon Nike soit en workspace, qu'il soit suivre le route, ou le chest, Et voilà, donc, tu vois. le logiciel va automatiquement te recalculer. Bah, c'est là où il faut avoir son petit toolkit parce que ça dépend d'où tu bosses. Ça dépend si tu D'accord. peux avoir Animebot, là, bah, voilà, c'est le meilleur truc. Ouais. Si tu peux avoir des outils de remap déjà implantés dans la boîte, mais il y a deux choses. C'est que, un, il faut les connaître.
dans la boîte pour les maîtriser. Et moi, je pense qu'il ne faut pas trop compter tout le temps sur les tools qu'il y a dans les boîtes, parce que comme ce n'est pas les mêmes de boîte en boîte, tu perds un temps infini parfois D'accord. à trouver où sont les choses, et si tu n'as pas quelqu'un qui peut te diriger et tout. Tu as toujours des wikis normalement qui t'expliquent, mais bon, toujours un peu... Enfin, faut pas se dire, ah ben, tiens, ça c'est ce tool-là, parce que tu vas changer de studio, ça va pas être celui-là. D'accord. À moins que tu puisses avoir un boîte dans chaque studio, et là tu sais que bah, voilà, tu as ça A, et c'est comme ça que ça marche, parce que c'est partout pareil à une boîte. Mais moi j'ai mon petit outil, moi je suis la reine des locators, donc ben voilà, dans le cas où je trouve pas ce truc de RIMA, pour que ça marche pas, des fois ça marche pas très bien non plus, parce qu'il peut y avoir un problème avec les rigs, parce que là dans le cas d'Apex et tout, ben voilà, quand ça va vite, forcément tu as des désillusions au niveau rigging en tant qu'animateur, je pense qu'on est tous passés par là. Et donc du coup, par exemple, du coup, pour faire ce RIMA, je vais prendre Liker, et puis je vais avec AnimSnap, que moi j'ai dans mon toolkit, dans mes petits tools que moi je me trimballe tout le temps sur un studio, je vais snapper le locateur à Liker pour enregistrer l'animation de Liker en fait. Et ensuite je vais changer le space de Liker pour qu'il soit plus en Word, il soit en route par exemple, et puis après je vais resnapper. D'accord. Ok, donc ça c'est un script que tu utilises qui s'appelle AnimSnap. C'est AnimSnap. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est moi qui utilise ça. Et il y en a une dans Animbot et tout ça. Et donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Après, je sais qu'il y a plein de manières de faire ça, tout le monde fait différemment. Moi, je sais que j'ai pas mal fait ça, ça m'a sauvé pas mal la vie plusieurs fois. Ou même parfois, pour aller vite, j'ai besoin de faire ce que mon mari et moi appelons un rig on top of the rig. Donc, par exemple, j'ai un AFK, mais là, je sais que j'aimerais bien que ça se comporte tout le temps AFK pour aller vite faire une pause. Donc, par exemple, je vais utiliser deux locateurs, je vais en mettre un au niveau de l'AFK, un au niveau de l'épaule. Celui qui est au niveau de l'épaule, il est dans un groupe, et en fait, ce locateur-là de l'épaule va contraindre Liker du bras, tu vois, et le locateur de Liker est contraint Liker, donc du coup, tu peux prendre ce locateur et bouger ton Liker comme ça, tu vois. Parfois, des petites tactiques, tu sais, tu as besoin des petits trucs techniques qui vont te permettre de faire un truc rapidement. Des petits, tu rerigues un peu par-dessus parfois pour avoir quelque chose. C'est intéressant ça, c'est intéressant. Ça a été, pour Dumbo, ça a été le cas aussi, parce que par exemple, sur du de liste, je faisais Plumette. Et Plumette, même si c'était en CFX, son plumeau allait être en dynamique, j'avais un tool, quelqu'un avait développé un tool qui n'était pas inscrit dans le pipeline pour Hamster, mais quelqu'un avait fait un tool pour que je puisse avoir une base de dynamique sur la chaîne FT qui était sur le plumeau de Plumette. Et ça faisait une base de dynamique, et l'avantage de ce tool, c'est que je pouvais baker après, tu vois, cette dynamique sur mes contrôleurs. Et après, je pouvais utiliser des délayers d'anime, ou je pouvais retweeter mon contrôleur après. D'accord. Je sais pas si ça fait sens, je sais pas si c'est clair. Alors, après, pour être sûr que les gens aient bien l'image en tête, donc quand on parlait de Plumette, c'était bien donc... Oui, pardon, c'est un plumeau, voilà. Un plumeau, quoi. Elle avait un manche comme ça, puis des plumes qui pendouillaient comme ça, et en fait, voilà, les plumes étaient en dynamique, et moi, au lieu de tout animer de base, ça m'arrangeait d'avoir une base de dynamique. C'est ça. Et du coup, avec ce tool-là, je pouvais cliquer, j'avais une base de dynamique, mais parfois la dynamique, ça part un peu dans tous les sens, donc toi, ce qui t'intéresse en tant qu'animateur, c'est de pouvoir baker ça sur les contrôleurs. Voilà. Pouvoir utiliser tes contrôleurs après, et pouvoir changer un petit peu cet anime-là. Ouais. Et je sais que sur Dumbo, par exemple, sur la trompe, il y avait la dynamique, mais elle avait tendance à faire un peu saline des fois. Et là, il n'y avait pas de quoi rebaker ça sur les contrôleurs. C'était la dynamique et c'était foutu. D'accord. Donc moi, en contraignant, et en fait, la dynamique n'était pas sur les contrôleurs, elles étaient sur les joints. Et donc, du coup, moi, j'ai snappé des locateurs à chaque joint. Tac. Comme ça, j'ai pu enregistrer l'anime sur mes locateurs. Et une fois que j'avais ça, j'ai pu contraindre mes contrôleurs à mes locateurs. D'accord. Et donc, du coup, je récupérais sur mes contrôleurs la dynamique qui, à la base, était sur les joints. D'accord. Donc, du coup, c'est tout un tas de petits trucs comme ça. C'est un petit toolkit, trousse de secours technique, en fait, qui peut parfois te faire gagner du temps quand en fait, tu n'as pas ça de disponible. Que ce soit dans le rig ou dans les tools, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est vrai que c'est un truc aussi auquel moi, j'avais été confronté quand j'étais sur la série Elena d'Avalor chez Timto. Pareil, en fait, on avait une dynamique au niveau des cheveux et au niveau de la robe. Donc, c'est vrai que des fois, c'est plus rapide. Enfin, voilà, les étudiants, il faut savoir que des fois, vous serez peut-être confrontés à ça pour vos films de fin d'année ou des projets. Vous allez devoir animer des habits. Dans certains studios, on va avoir un script ou en tout cas un tool qui nous permet de calculer déjà en fait les fameux mouvements, le retard de la robe par rapport au mouvement du bras. Je me permets de dire qu'avant de calculer ça, il faut toujours sauvegarder sa scène avant. C'est très important. Oui, mais effectivement, ouais. Des fois, on peut avoir Maya qui crache. Ouais.
Donc, Mais, mais je pense que c'est important quand on est de se dire, parce que des fois, de ne pas dire, ah bah, je suis animateur. Et voilà, c'est hyper important d'être ouvert aux autres départements et d'être ouais, ouvert, je pense, à des petits trucs un peu techniques comme ça qui peuvent, je pense, nous sauver la vie. exactement. Ouais, dans des cas, dans les cas où il faut aller vite surtout. Et juste aussi pour expliquer au cas où il ne soit pas sûr, bon, je pense quand même, non, on veut savoir ce que c'est, mais quand on parle de bake, ça va être vraiment le fait que du coup, toute cette dynamique-là va être après, comme on a dit avec la mocap, être inscrite sur chaque frame de Chaque votre. frame des Voilà. contrôleurs. Voilà, chaque frame de Voilà, contrôleur aura une clé en fait. Donc vous allez vous retrouver avec toute voilà, votre timeline, avec plein de ouais. petits marqueurs rouges, et ce sera chaque position de votre dynamique. Donc vous allez pouvoir après vous-même retoucher, si vous le souhaitez, Voilà, parce les que les mouvements. clés sont sur les contrôleurs et C'est non plus ça, sur les points. Et donc, du coup, ça devient accessible en anime. Et là, ben là, ça va pouvoir, soit vous pouvez supprimer des clés, expulser, exactement. soit vous pouvez garder ce qu'il y a et mettre des layers d'anime dessus. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait Et gagner ça, du après, temps. c'est. Mais après, tout le monde a un workflow différent. Oui, Voilà. Ça dépend, mais je pense que ça sauve toujours la vie d'avoir ces petits trucs. Quoi. sachant que je sais pas si pour toi c'était le cas, mais nous, en fait, on pouvait même régler du coup pour la robe et les cheveux, à quel point les cheveux avaient, ils appelaient ça le dumping ou le fait. Ouais, mon dieu, tant dessus parce que j'avais ça sur les oreilles de Dumbo parce que Ouais, pour le place, on avait quand même du closs pour ses oreilles parce qu'on animait juste la base des oreilles. ouais, En fait. Et le reste, c'était censé être du closs. Et c'était une espèce de pré-closs en anime. Après, ça allait être simulé bien comme il faut par des gens qui maîtrisent. ouais. Mais du coup, nous, on avait tous ces petits paramètres à gérer aussi. C'est ça. Et des fois, t'as pas l'aveuglette, quoi. Ah ouais, complètement même. Ouais. Et puis, je me souviens même que parfois, on mettait les mêmes paramètres d'un shot à l'autre et ça faisait pas du tout le même shot. Mais oui, voilà, c'est ça qui est ouf, quoi. C'était compliqué ça. Mais bon, mais ça fait toujours une base. On finit toujours Clairement. par vaincre la dynamique. Clairement. En fait, et je pense que tu as totalement raison sur ça, c'est qu'il faut être ouvert à ce côté tech, parce que Ouais, ça va complètement. vous aider. Ça va Surtout, être je grave. pense surtout dans le VFX. Ouais. Parce que ouais, je pense que ça appelle à pas mal de ces petites choses d'Écosse avec la Mais montagne. du coup, le VFX par rapport donc à du long métrage ou de la série, c'est que vous allez vraiment donc vous focus vraiment sur plein de petits détails, si je comprends bien. Bah, je pense que déjà, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas de différence entre VFX et long métrage, puisqu'il y a du long métrage en VFX. La D'accord. différence, c'est vraiment feature anime, comme ce qui se fait à Illumination de Magaf. Mhm. Donc, moi, je suis méchant, le Grinch, tout ça. Ça, c'est ce que je veux dire, feature. Et puis, nous, le VFX, c'est vraiment à partir du moment où, enfin, voilà, il y a quelque chose qui a été filmé, et donc on utilise quelque chose qui a été filmé et tout. Et puis, c'est pas du tout le même style. Par exemple, Lion King, ça, c'était full CG. Mais c'est pas le style de ce qui se fait en illumination. C'était beaucoup plus réaliste. Nous, on est vraiment on fait du photo réel, quoi. D'accord. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que tout le monde n'a pas les mêmes workflows et qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en spline et pas en step. Parce que même si les poses clés, bien sûr, sont importantes, ben, c'est pas les mêmes poses clés que dans le feature anime, dans le Grinch en moche méchant ou dans la série. On est plus sur le feeling un peu du mouvement et puis on n'a pas des personnages qui restent 3-4 frames comme ça sans rien faire. Il y a toujours un petit noise, un petit layer comme ça ou une respiration. Il y a beaucoup de micro-détails dans le VFX. D'accord. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est pas la même approche non plus. Et ces micro-détails, tu vas jamais les animer en step. Tu vois. Enfin, ça sera dur à les voir en tout cas, ça c'est clair. Voilà, et justement c'est dur à voir, je pense que ça résume aussi bien le VFX parce que souvent dans le VFX on dit je veux pas que ça se voit, je veux que ça se ressente. Ouais. Je veux ressentir qu'il y a un petit noise, un petit quelque chose, un petit truc qui fait souvent, on dit par exemple quand on anime des animaux, on veut sentir le muscle, la force de l'animal, tout ça, tu vois. Par exemple, quand tu as une hyène ou un lion qui pose une patte, tu vas sentir une petite vibration, c'est musculaire, comme c'est une tension musculaire, juste comme ça, juste je pense que tu vas pas forcément faire dans le feature, tu vois, parce que ça appelle pas à ça. C'est plus cartoony, plus stretchy, tu vois, et dans le VFX, c'est plus ce genre de petites choses. D'accord, on va faire, tu vois. Et justement, tu as abordé le workflow, du coup, toi, c'est avec quoi ton workflow? C'est direct en spline, tu attaques ton animation?